Hello gars, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. J'ai pas sorti de vidéo la semaine passée et je m'en excuse, j'ai été un peu débordée. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour du storytelling. Cette fois, je vous relate une histoire tirée de romans comme dans l'épisode sur Maya Angelou. Il s'agit aujourd'hui du roman Les Impatientes de Djaïli Amadou Amal, écrivaine et militante d'origine camerounaise. Bienvenue dans le monde de Elise. Dans ce livre, elle relate le vécu de 3 jeunes femmes du Cameroun septentrional. Ramla, Hindou et Safira. Mais je ne vous expliquerai que l'histoire de Hindou parce que c'est celle qui m'a le plus touchée. Si vous voulez l'histoire des 2 autres jeunes femmes, vous pourrez me le dire en commentaire et je ferai une autre vidéo pour vous expliquer l'histoire de Ramla et celle de Safira. Voilà, on plonge maintenant dans le vif du sujet. Hindou est une jeune fille de 17 ans issue d'une famille peul et musulmane du nord du Cameroun. Elle vient d'une famille de 30 enfants. Son père, Aladji Boubakari, a épousé 4 femmes et sa mère, Amraou, est la 4e épouse de son père, donc la dernière. C'est aussi sa préférée. Son père a aussi 3 frères, Moussa, Ayatou et Ugouda, et il a aussi 2 sœurs, Gogo Néné et Gogo Dia. Hindou, quant à elle, est promise à Moubarak, le fils du frère de son père, Moussa. L'histoire commence la veille de son mariage, quand elle est vraiment angoissée, stressée, et donc elle sort de sa chambre pour essayer de prendre de l'air. Elle voit alors sa demi-sœur Ramla, parce que je ne l'ai pas précisé, mais Ramla, c'est la fille de la première épouse de son père. Elle tire alors Ramla pour aller dans la cuisine pour essayer de lui parler. C'est là qu'elle va lui dire, Ramla, je suis angoissée à l'idée de me marier, Moubarak me fait peur. Et donc Ramla, elle se dit, mais Moubarak, il a 22 ans, tu as 17 ans, donc vous êtes beaucoup plus proches. Moi, je dois me marier avec quelqu'un de beaucoup plus âgé. Je pensais que j'étais plus heureuse. Elle dit non, qu'elle voudrait se marier à n'importe qui sauf Moubarak. Et la raison est la suivante. Une fois, lorsque je partais rendre visite à ma meilleure amie, qui est aussi la sœur de Moubarak, il m'a vu, il m'a tiré pour partir dans sa chambre. Et j'ai essayé de me débattre, je l'ai mordu. Il voulait me forcer pour m'embrasser. J'ai refusé. Et il m'a dit, Hindou, sale peste, tu peux rien pour attendre. Tu verras ce que je vais te faire pendant la nuit des noces. Et donc, ça fait que Hindou redoute vraiment. Et chaque fois que Moubarak la voit, il la menace, il lui dit, tu ne peux rien pour attendre. La morsure que tu m'as fait là, je vais te la rendre. Vous savez qu'elle a peur. Et puis en plus, Moubarak, il n'a pas une très bonne réputation. Et sa Ramla le sait. Parce qu'elle lui dit elle-même que Moubarak n'est pas l'homme qu'il faut à sa sœur. Vu que son père lui a donné une forte somme d'argent pour mettre en place un commerce de chaussures. Il allait à Douala. Il allait faire paya. Il a tout dépensé dans la drogue et dans les femmes. Il est revenu bredouille avec une addiction à la drogue. En plus de ça, il est à la maison, il ne fait rien, il ne travaille même pas. Et il a en plus violé la servante de sa mère. Et la pauvre jeune fille, ils l'ont ramenée au village avec 5 000 francs en guise de consolation. Vous savez que vraiment, tout le monde sait que Moubarak, c'est pas une bonne personne. Mais le père de Moubarak, tonton Moussa, il a eu la brillante idée suivante. Il s'est dit que comme mon fils est un bon à rien et que je lui ai donné l'argent, il n'a rien fait de bon avec, il est là, il fait les servantes. Si je le donne en mariage à Hindou, qui est vraiment très docile, très sage, peut-être qu'il va changer. Voilà. Donc pour eux, lorsqu'une personne rate sa vie, on lui donne une épouse pour qu'il s'améliore. C'est ce qui était dans leur tête. Parce qu'en fait, chez eux, il y a vraiment un truc qui est important, c'est le mounial, qui signifie patience. Et c'est d'ailleurs même le titre original du roman, le mounial, la patience. Et donc, on dit que Hindou, c'est vraiment une personne qui fait preuve de beaucoup de mounial. Tout le monde l'admire pour son mounial, pour sa patience. Elle est docile, elle est calme. Et ça fait que son oncle et son père et tous leurs oncles, en fait, se sont entendus pour se dire non, comme Hindou, elle est bien, c'est elle qu'il faut à Moubarak. Après avoir discuté avec Ramla, chacune retourne dans sa chambre, elles dorment le lendemain matin, le mariage se fait, elles rentrent à la maison pour que leur père leur donne les derniers conseils avant de partir dans leur foyer. Elles écoutent attentivement et Hindou dit qu'elle peut plus supporter. Elle a tellement peur. Finalement, elle se met à sangloter. Elle supplie son père de ne pas la laisser se marier avec Moubarak. Elle dit à son père que je pourrais épouser n'importe qui, sauf Moubarak. Son papa dit, mais arrête ces enfantillages-là, hein. Faut partir. Elle continue, elle s'accroche au pied des fauteuils, elle veut pas partir, tout ça. Et son oncle Ayatou va dire, mais Hindou, toi, on te croyait tellement sage. Regarde ce que tu fais. Gogo Dia, viens la prendre pour partir. Parce que si je l'ai pas précisé, mais chaque tante s'occupe de une des filles qui se marie, parce que Ramla et Hindou se marient le même jour, et Gogo Dia s'occupe de Hindou, Gogo Néné s'occupe de Ramla. Elles ont pour mission d'accompagner les jeunes filles jusqu'à chez leur époux, dormir dans la chambre qui leur est destinée, et le lendemain matin, après avoir constaté la virginité des 2 jeunes filles, rentrer chez elles. Et ils vivent dans des concessions, ce sont de grandes cours dans lesquelles il y a la villa du père qui vit seul et ses femmes viennent tour à tour
dormir avec lui. Il y a les appartements de chacune de ses épouses. Il y a des appartements aussi pour les fils. Et les épouses dorment avec leurs filles et les enfants qui sont encore mineurs. Et lorsque l'un des fils doit se marier, on construit 2 appartements. Un pour lui et un pour son épouse. Oui, je sais pas pourquoi, mais ils dorment pas ensemble. Bon, ils dorment ensemble, mais ils vivent pas ensemble. Dans la journée, chacun est chez lui et c'est la nuit qu'ils se retrouvent dans la chambre nuptiale pour copuler. Donc, Gogo Dia va devoir aller dormir dans l'appartement de Hindu pendant qu'elle sera avec son époux la nuit des noces. Et donc, Gogo Dia récupère Hindu, la met dans la voiture pour aller chez Mubarak. Mais le truc, c'est que chez Mubarak et puis chez la famille de Hindu, c'est vraiment proche. Mais Mubarak, il s'est dit non. Moi, bon à rien comme ça, je vais me marier, puis on prend juste ma femme, on sort de chez elle, on rentre chez moi. C'est pas possible. Il demande à ce qu'on fasse le tour de la ville avec la voiture dans laquelle Hindu est. C'est ce qui se passe, il se met à moto, il est devant le cortège, ils font le tour de la ville. Ensuite, on vient, on installe Hindu dans la chambre nuptiale. Ses tantes sont dans son appartement et elle attend son époux. Et la coutume veut aussi que l'homme reste avec ses amis jusqu'au milieu de la nuit, au moment où tout le monde dort, avant de venir maintenant dans la chambre avec son épouse pour exécuter le devoir conjugal. Seulement que Mubarak, je vous ai déjà dit, c'est un bon à rien qui respecte rien. Il n'a pas respecté ça, en fait. Déjà, même 19h, il est rentré, il a mis la musique et puis il a dit, ah, Hindu, tu pensais que je allais m'échapper. Voilà, toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Aujourd'hui, là, tu vas voir. Donc, elle lui dit, s'il te plaît, Mubarak. Mubarak ne l'écoute pas, il met la musique à fond. Il lui dit, lève-toi, déshabille-toi. Elle dit, s'il te plaît, Mubarak. Il dit, oh, regarde, j'aime pas les filles pudiques. Déshabille-toi. Elle dit, s'il te plaît, il comprend pas, il augmente encore la musique. Il se lève, il déchire ses vêtements. Elle essaie de lutter, elle le mord encore, lui donne un coup de poing, ça l'assomme, elle tombe, il la... Le lendemain matin, elle se réveille dans une mare de sang, elle a plein d'échymoses, elle se sent vraiment très fatiguée, elle a mal partout, elle essaie de se lever de son lit, mais Mubarak se réveille au même moment, il la toise, il voit le sang et puis il dit, oh, c'est dégueulasse. Il la tire à terre, il la encore, et cette fois, elle avait tellement mal qu'elle s'évanouit. Et elle se réveille à l'hôpital, sa tante l'a récupérée dans sa douleur, elle l'a amenée à l'hôpital. On lui couvre sa déchirure parce que oui, il a tellement été violent avec elle que ça a déchiré. Où vous pensez. Le médecin dit, mais franchement, lui, il voit pas le mal dans ça. C'est juste que, comme elle est belle et que son mari est jeune, c'est normal, en fait, que ça se passe un peu brutalement. Parce que, voilà, il est encore jeune, il est vigoureux, donc, il n'a pas pu s'empêcher d'être un peu violent et tout ça. Pourtant, en plus, elle a précisé que, avant de venir faire crac-crac avec elle, là, il s'est drogué et il a bu un mélange de Viagra et de Tramadol. Il n'est même pas venu pour jouer même. Le médecin voit pas de problème. On dit non, il n'y a pas de viol dans le mariage vu que c'est ton époux en fait. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Et sa tante, elle se rend pas compte de la gravité de ce qu'elle a vécu. Elle dit à Hindu, en fait, toi-même, tu n'es même pas pudique. Tu as tellement crié que ton oncle, ton papa, tout le monde a entendu ça dans le quartier. Vraiment, tu me fais honte, quoi. Un truc qu'on fait en cachette. Moi, je pensais que j'étais bien. Regarde comment tu as crié, tout le monde a entendu. C'est quoi ça, là? En fait, les gens voient les coups de poing, les bleus qu'elle a sur elle. Ils se rendent compte qu'il l'a battue, mais ils ne réagissent pas comme il se doit. Ils se disent juste que le jeune, il a raison. C'est elle qui a mal fait de crier. Elle ne dit rien du tout. Finit de la soigner. Elle rentre chez elle. Et en fait, on cuisine une bouillie qu'on appelle le bassisé, qu'elle va boire et qu'on va distribuer aussi à toutes les jeunes filles du village pour leur faire comprendre que Hindu est restée vieille jusqu'à son mariage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous buvez ça. Et donc, vous aussi faites de même. C'est pour encourager les jeunes filles à rester vierges. Donc, pour vous pousser à ne pas faire crac-crac avant le mariage, on vous donne pas qu'à. C'est comme ça. Ce jour-là passe, elle continue de vivre sa vie dans sa nouvelle famille. Elle explique que son oncle a marié plusieurs épouses, mais il n'arrive même pas à gérer sa famille. Ses épouses passent leur temps à se battre. L'oncle aussi, il est toujours dans son magasin pour ne pas avoir tout ça. Ses fils sont des bons à rien, des ratés, ne font que le voler. Et c'est un peu ça le quotidien. Elles n'ont pas le droit à regarder la télé parce qu'une fois, l'oncle a surpris ses épouses en train de voir un film dans lequel un homme et une femme s'embrassaient. Donc, il a appelé un technicien pour venir enlever toutes les chaînes occidentales. Tout ce qu'ils ont le droit de regarder, c'est une chaîne islamique, si je me trompe pas. Mais il a au moins laissé Bollywood TV qu'elle se cache pour regarder. C'est son mari seul qui peut regarder toutes les chaînes et il a aussi des CD de films classés I. Il regarde et lui demande de reproduire tout ce qu'il voit dans les films. Elle dit aussi que là-bas, l'alimentation est mauvaise. Il consomme du baka de riz avec pâte d'arachide, des trucs comme ça. Et que c'est son oncle et ses filles seuls qui mangent bien. Parfois des frites, un peu de tout. Ils ont un chef particulier. Les femmes, quand elles préparent tour à tout. Et franchement, c'est pas équilibré du tout. Par contre, il y a des fois où Mubarak est vraiment bien avec elle
Lorsqu'elle a envie de manger quelque chose de différent, elle lui dit et il lui apporte ça. Et des fois aussi où les deux sortent en cachette pour aller manger, il la présente à ses amis. Ce qui veut dire que très souvent, quand il est bien dans sa tête, il se comporte vraiment bien avec elle, les deux se promènent, il lui explique ses projets, tout ça. Donc il y a quand même des moments où elle est contente. Mais ces moments-là ne durent pas. Parce qu'il y a des fois où Moubarak se réveille matin, il est déprimé, il ne sort pas de sa chambre. Si ce n'est que la nuit, il va boire, il rentre très tard. Les deux se calculent pas pendant cette journée. Elle dit que ça l'arrange parce que comme ça, elle n'est pas obligée de satisfaire les besoins de ce jeune sauvage-là. Voilà, c'était un peu ça son quotidien. Jusqu'à ce qu'un jour, Moubarak aille boire, il rentre au milieu de la nuit et commence à tambouriner sa porte. En lui disant, sors ici, tu n'as pas le droit d'être dans ta chambre, tu sais que tu dois être toujours dans ma chambre. La nuit, pourquoi tu es dans ta chambre? Mais elle dit, elle voulait faire semblant de dormir et ne pas ouvrir. Mais voilà qu'il ne va pas arrêter, ce qui pourrait réveiller toute la cour. Elle se réveille alors, elle ouvre la porte et là, il lui donne un coup de poing qui fait que elle dandine, elle essaie d'attraper le rideau, elle n'y arrive pas et elle tombe. Il y a le frère de Moubarak qui vient, qui s'appelle Hamza, mais pas le rappeur. God bless. Hamza commence à dire, mais comment tu peux faire ça à ta femme? Que toi, tu sors jusqu'à regarder à l'heure où tu rentres, et puis c'est elle qui devait se fâcher. Mais elle, c'est pas fâchée, c'est toi qui te fâches, et puis tu viens la botter. Il dit, hé, Hamza, pourquoi toi, ta femme te maîtrise, que moi, je vais laisser ma femme me maîtriser. Hamza ne supporte pas, il lui donne un coup de poing, les deux commencent à se battre. Les moments sont poussés de séparer, elle se met dedans, si elle-même, elle se battent. Les autres fils sortent, ils se battent. C'est l'homme seulement qui a pu venir séparer le palabre. Et la mère de Hamza, qui n'est pas la mère de Moubarak, parce que ce sont de mères différentes, va dire à Hindou, en fait, toi, tu cherches les histoires. Tu n'as pas de coépouse. Tu sais que chaque fois, tu dois être dans la chambre de ton mari. Pourquoi tu es dans ta chambre? Pourtant, il voit que Moubarak lui a donné un coup de poing, qui lui a donné un œil au beurre noir, puisque Hindou, elle est claire de peau. Et personne ne parle de ça. Ils disent juste que, voilà, tu es venu, tu as mélangé l'équilibre de la cour. Sa belle-mère aussi lui dit que, moi, je m'entends pas bien avec mes rivales. Faut pas venir mélanger ici. Fais tout ce que ton mari te dit. Point. Personne ne lui dit, Yako pour ton œil. Personne ne parle à Moubarak. Ça continue comme ça. Les gens même évitent de la regarder parce qu'ils voient que, franchement, c'est pas joli à voir. Après ça, Hindou ne dit rien. Elle en souffre, mais elle essaie de se soigner un peu, continue son quotidien de femme malheureuse. Et un jour, pendant qu'il y avait la canicule, elle est assise à la véranda, en train de tricoter. Tout le monde est dans son appartement. Et là, elle voit son mari arriver à moto avec une jeune fille qui est bien sexy. Les deux rentrent dans son appartement, ils allument la climatisation. Mais là, Hindou n'a pas supporté. Elle rentre dans sa chambre, elle porte son voile, elle va directement chez ses parents. Mais le problème, c'est que quand tu te maries dans leur coutume, il faut faire 1 an chez ton époux avant de revenir chez tes parents. Et même si tu dois le faire pendant la nuit et pas dans la journée. Mais Hindou vraiment n'a pas pu supporter ce que Moubarak lui a servi là. Donc directement, elle est partie voir sa maman. Elle arrive chez sa maman qui venait juste de finir de prier. Elle lui explique que voilà ce que Moubarak a fait. Sa maman est vraiment énervée. Elle cherche à aller voir le père de Hindou pour lui expliquer. Mais le problème, c'est que c'était pas son jour, c'était pas son défendé. C'est comme ça qu'ils appellent le tour que tu as pour être avec ton époux, le défendé. C'était pas son défendé, donc elle va essayer quand même d'aller voir sa rivale qui a le défendé pour lui dire j'ai envie de parler à Boubakari. Sa rivale va dire mais dis-moi, je vais lui dire. Elle dit tu vois, je suis bête quoi. Moi, je lui ai dit les problèmes de ma fille et puis tu vas prendre pour te réjouir. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit non, il faut que je lui parle directement. Donc finalement, sa rivale accepte. Elle va voir Boubakari. Boubakari même, il dit toi-même, tu as quel souci? Tu sais très bien que parce que tu as fait, ça va créer des problèmes avec tes rivales, mais tu viens quand même. Il dit non que j'ai quelque chose de vraiment important à te dire. Hindou est là. Dès que son mari a entendu ça, il n'a même pas cherché à savoir pourquoi elle est là. Il dit hé, dis-lui de retourner. Il dit mais attends, écoute. Il dit non, elle n'a qu'à partir. Je ne veux pas entendre. Il dit mais en fait, non. Elle n'a qu'à partir. Que toi-même, tu n'as pas un bon comportement. Que de toute façon, tu luttes pour venir voir ton époux alors que tu sais que c'est pas ton tour là. C'est pour apprendre les mauvaises manières à ta fille. C'est ça qui fait que elle s'est mariée, ça fait même pas 1 an. Et puis peut-être pouvoir attendre la nuit. Pourquoi c'est le matin, elle vient? Donc son mari ne sait même pas de comprendre. Il dit à Amrawa d'aller dire à sa fille de partir chez son mari sans vouloir comprendre. Elle sort tranquillement. Elle va voir Hindou. Elle lui dit j'ai parlé à ton père. Il m'a dit de te dire de rentrer. Je suis vraiment désolée. Même pour éviter d'attirer l'attention, elle va appeler Gogo Néné, parce que c'est Gogo Néné qui est sa pote. Ensuite, elle va commencer à expliquer à sa fille que, en fait, faut pas penser que ton mariage est le pire, parce que moi-même, j'ai pas vécu un mariage heureux, je me suis pas mariée par amour. Voilà comment ça s'est passé. Je venais à peine de perdre ma sœur, qui était l'épouse de ton père. Ma sœur est morte à environ 22 ans. Elle a laissé 3 enfants. Et une fois, mon père m'a fait appeler dans sa chambre et il m'a dit que Aladji Boubakari était un bon gendre et que c'est aussi son ami. Il veut pas le laisser sans épouse et que ma sœur est décédée, mais elle a laissé 3 enfants. On ne peut pas aussi laisser les 3 enfants dans la main des rivales de ma sœur parce qu'elle pourrait les maltraiter. On va me donner en mariage à Aladji Boubakari pour remplacer ma sœur.
Et c'est comme ça qu'à 14 ans, Oh my elle est entrée God. dans le foyer de Aladji Boubakari. Elle n'a pas reçu de fête, pas de nouveaux vêtements. Elle a juste hérité de tout ce que sa sœur avait. Elle finit d'expliquer et Gogo Néné rentre. Elle dit, Hindou, tu fais quoi ici? Amraou explique alors à Gogo Néné ce qui s'est passé. Il dit vraiment, ton époux même aucune Poulakou. Bon, Poulakou aussi, c'est le savoir-vivre. Comment tu te comportes en tant que Peul? Les bonnes manières d'un homme Peul ou d'une femme Peul, c'est le Poulakou. Bon, bref, lève-toi, je vais te raccompagner. Et sa vie continue comme ça, dans le malheur. Elle dit même qu'elle fait des crises de spasmophilie. Elle maigrit. Elle est vraiment pas bien, mais personne ne s'intéresse à son cas. Et un soir, elle dormait. Son mari allait boire encore. Et il est revenu à la maison. Il lui dit, Hindou, Hindou, lève-toi, tu vas aller faire baka pour moi. Ah! Moubarak, à minuit là. Bon, Hindou, elle n'a pas le choix. Elle se lève alors, elle va à la cuisine, elle essaie d'allumer le feu, elle met de la farine dans le plateau, elle fait tout, mais le feu ne s'allume pas. C'est là alors qu'elle sent un coup dans son dos. Elle tombe, elle se fait dessus, elle se rend compte qu'en fait, c'est Moubarak qui lui a donné un coup de parasol dans le dos parce qu'elle a mis du temps à faire son baka. Bon, c'est de la bouillie, pour ceux qui ne savent pas. Je mets la photo là pour que vous voyez. Il lui dit, fais-moi cette bouillie, sinon si je reviens, tu vas me sentir. Là, elle se lève, elle se rend compte que son pagne est mouillé. En fait, elle s'est fait dessus même sans s'en rendre compte. Elle se relève, elle essaie de rallumer le feu ne s'allume pas. Une partie de la farine est versée, elle commence à trembler et voilà Moubarak qui revient. Elle a tellement peur qu'elle se met dans le creux de la cuisine comme ça. Elle dit, Moubarak, pardon, je vais faire la bouillie. Moubarak lui dit, mais non, c'est bon, j'en veux plus, Hindou. Elle est toujours là. Moubarak, je vais faire la bouillie. Moubarak, je vais faire la bouillie. Il dit, non, Hindou, laisse tomber. Oublie cette affaire de bouillie, je n'en veux plus. Il attrape sa main. Il l'amène alors dans leur chambre. Il lui dit, va te laver. Elle se lave. Elle vient se coucher. Il encore. Et il lui dit, ah, Hindou, t'en fais pas, je t'aime. Je vais plus jamais te battre. C'est juste que parfois tu m'énerves. Sinon, il n'y a rien. Mais Hindou, elle est couchée là. Presque au petit matin, elle se dit, mais il m'a déjà fait cette promesse là plusieurs fois. Il va jamais arrêter. Et moi, je suis fatiguée de subir ça. Alors, elle décide de s'enfuir, mais elle n'a pas assez d'argent, elle n'a aucune connaissance. Elle sort de la maison au petit matin pendant que le gardien dormait et elle prend le premier car. Elle se rend à Gawaza. En fait, leur village, c'est Maroua. Et Gawaza et Maroua, c'est ça. Elle rentre dans la première cour qu'elle trouve. Elle tombe sur une famille de Peul aussi. Personne ne lui demande qu'est-ce qu'elle a vécu, rien. Il s'occupe juste d'elle, il la nourrit, il soigne ses blessures pendant environ une semaine. Elle commence à guérir de ses blessures. Quand elle voit son oncle Ayatou et sa tante Gogo Néné qui rentre dans la cour pour venir la récupérer. En fait, pendant qu'on la cherchait, il y a un monsieur qui a dit, ah oui, tel matin, j'ai pris la voiture avec la jeune fille que vous décrivez là. Elle est passée dans tel endroit. Ils sont rendus à Gawaza, ils l'ont récupérée et ils l'ont ramenée. Et quand ils l'ont ramenée, ils l'ont fait asseoir dans le salon de son père pendant qu'il était encore dans son magasin. Sa mère est venue et dit, ah Hindou, franchement, tu vas me tuer, regarde comment je m'inquiétais pour toi, tout ça là. Et sa tante dit, mais toi Hindou même, franchement, c'est pas la peine. Tu n'es pas une feuille volante en fait et que tu as une famille pour te défendre, pour te protéger, tu n'as pas à fuir comme ça. Et il va lui dire, mais une fois Moubarak m'a battu, je suis tombée sur la jarre. La jarre s'est cassée, les bouts m'ont blessée, je me suis réveillée au milieu de la nuit plein de sang, avec des fourmis dans les cheveux. Moubarak est rentré au petit matin, je t'ai fait appel, tu m'as dit Mounial, Mounial, Hindou patience. J'en avais marre d'entendre patience toujours. Chaque fois que quelque chose m'arrive, que je le dise à ma belle-mère, que je te fasse appel, c'est toujours Mounial patience. Même quand Moubarak me fait les pires choses. Et donc, elle soulève son habit. Elle montre à sa maman tous ses hématomes et ses ecchymoses et sa maman est vraiment surprise. Je lui dis quoi? Comment Moubarak peut te faire des choses comme ça? Que non, Hindou, franchement, tu as souffert. Sa maman commence à sangloter. Elle est triste pour sa fille. Et sa tante Gogo Néné va lui dire, toi, si tu lui as fait quoi et puis t'as fait ça, franchement, toi et puis ton mari, vous méritez. Je pouvais ne pas me mêler de vos problèmes là. Donc, c'est là que le père de Hindou arrive. Gogo Néné sort. Tous ses frères et sœurs sont dans la cour en train de chercher à s'affairer. Ses belles-mères sont à la fenêtre en train d'essayer d'entendre tout ce qui se passe. Ils ont fait même appel à Moubarak. Il est assis sur un banc devant la porte du salon du père de Hindou. Et donc, son papa, quand il va venir, va lui dire, tu es quitté où? Tu connais qui à Gawaza? Elle essaie de s'expliquer, son papa l'écoute, mais il lui dit, donc maintenant tu as des amants. Tu as des amants, tu trompes ton mari. Sale fille de pute. Donc tu as des amants. Elle dit non papa, Moubarak m'a battu. Il dit ah, ton mari te frappe donc tu dois te trouver un nouveau mari. Il est rentré dans sa chambre, il a pris un fouet. Il a commencé à la battre. Il a battu au point que son pagne même s'est déchiré. Il n'a pas joué avec elle. Il s'attaque à sa maman, il dit que c'est toi qui lui as appris ça, non? Toi qui lui as appris les mauvaises manières, que c'est parce que toi-même tu n'es pas bonne, que Hindou a fui. Il commence à battre aussi Amraou. Mais Hindou dit que sa maman est restée de marbre. Et il lui dit d'ailleurs même je te répudie.
Alors qu'en fait, c'est sa préférée. Et quand ses frères ont entendu, il s'est dit non, 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 personne ne sera répudié. Amaro n'ira nulle part. Boubacaré, calme-toi. Tu l'as déjà assez battu devant sa fille, ce que tu devais même pas faire. Donc, c'est pas la peine de la répudier et que c'est pas de sa faute. Amaro a dit, moi-même, je suis fatiguée. Mariage, waouh, je m'en vais. Même si tu me chasses pas, je vais partir. Ses frères disent non, tu n'iras nulle part. Calme-toi, vraiment, retourne dans ta chambre. On va régler cette affaire-là. Et là, je crois que c'est Ayatou qui va dire à Moubarak, tu es aussi fautif que Hindou. J'ai entendu dire que tu frappes ton épouse. Et c'est ça qui est choquant parce que vous tous vous savez, mais vous ne dites rien jusqu'à ce que la fille la fuit. Plus jamais tu vas la frapper. Quand on marie une inconnue, on lui doit beaucoup de respect. Et quand on marie sa cousine, on lui doit le double. Donc tu n'as pas à frapper Hindou comme ça te chante. C'est là son papa va dire, oui, oui, je te donne ma fille pour l'épouser là. Si tu la veux pas, faut me la ramener. Moubarak aussi. Eh non, mon oncle, j'aime beaucoup Hindou. Je l'aime beaucoup, je vais plus lui faire ça. Vraiment, pardonnez-moi. Après ça, son papa, il n'a plus rien dit. Il a commencé à prendre ses affaires, il l'a quitté là. C'est là maintenant son oncle va dire que tu es là, tu fous rien de tes journées, tu passes ton temps à te promener, à te droguer, et tu viens, tu mets ça sur la peau fille. Demain, passe à mon bureau, je vais te trouver du travail. Puis, il est venu prendre Hindou, la ramener dans son foyer. Mais le truc, c'est qu'après ça, Hindou, ça l'a vraiment traumatisée, puisque je vous l'ai dit, elle était déjà déprimée, angoissée avant de fuir. Elle a perdu tout goût à la vie, elle ne parlait plus, elle ne se plaignait plus. En effet, Moubarak a arrêté de la battre, mais elle-même, elle ne ressentait plus rien. Elle était dans son coin. Elle a même appris après qu'elle était enceinte et qu'elle mettrait au monde une fille. Ça l'a même pas refroidi, ça l'a pas réchauffé. Ça ne lui a rien fait. Elle a vécu sa grossesse, elle était de plus en plus malade, elle ne mangeait pas, elle faisait beaucoup de dépression. Et donc sa tante Gogo Dia est venue rester avec elle tout au long de sa grossesse. Le jour où elle partait accoucher, elle lui a dit non, une femme peut, quand elle accouche, elle ne crie pas, elle ne pleure pas. Et si tu le fais, ça va gâter ton nom, y aller, tout ça. Et effectivement, quand elle a accouché, elle n'a rien ressenti. Elle dit qu'elle avait perdu tout goût à la vie. Donc, ça fait qu'elle n'a pas crié rien. Après, elle s'est dit non, que quand tu accouches, on doit te donner des bains brûlants pour ne pas que les esprits rentrent dans ton corps et ton corps est fragile. On lui donnait ces bains brûlants, elle ne se plaignait pas. Elle ne se plaignait plus de rien. Même envers l'enfant qu'elle a mis au monde, elle ne ressentait rien. Elle ne s'intéressait ni à l'enfant, ni à personne. Moubarak était un peu plus gentil avec elle, mais ça ne lui a absolument rien dit. Elle ne voulait voir personne, encore moins son père, ses oncles ou Moubarak. Elle ne supportait pas d'être en présence de toutes ces personnes-là, qu'elle entendait un peu trop de bruit. Ça l'énervait, elle commençait à crier. Et les gens disaient alors qu'elle était possédée. Hindou alors devient très très morose, elle ne parle plus à personne. Et voilà, c'est mou. On dit que je suis malade et que je ne devrais pas bouger. On dit même que je deviens dangereuse. Ce djinn qui me possède doit être un mal, car je ne supporte plus la vue de mon mari, ni d'ailleurs celle plus rare de mon père ou de mes oncles. Ce djinn doit être amoureux de moi. On dit qu'il se serait probablement infiltré dans mon corps quand j'étais plus jeune. Sûrement lors d'une visite chez mes grands-parents, car il y a dans leur maison un grand baobab. Et l'on sait que les baobabs sont les demeures des djinns. On confirme que je suis folle. On commence à m'attacher. Il paraît que je cherche à fuir. Ce n'est pas vrai. Je cherche juste à respirer. Pourquoi m'empêche-t-on de respirer, de voir la lumière du soleil? Pourquoi me prive-t-on d'air? Je ne suis pas folle. Si je ne mange pas, c'est à cause de la boule que j'ai au fond de la gorge, de mon estomac si noué qu'aucune goutte d'eau ne peut plus y accéder. Je ne suis pas folle. Si j'entends des voix, ce n'est pas celle du djinn, c'est juste la voix de mon père, la voix de mon époux et celle de mon oncle, la voix de tous les hommes de ma famille. Mounial, Mounial, patience. Ne les entendez-vous pas aussi? Je ne suis pas folle. Si je me déshabille, c'est pour mieux inspirer tout l'oxygène de la terre. C'est pour mieux humer le parfum des fleurs et mieux sentir le souffle d'air frais sur ma peau nue. Trop d'étoffes m'ont déjà étouffé de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Non, je ne suis pas folle. Pourquoi m'empêchez-vous de respirer? Pourquoi m'empêchez-vous de vivre? Voilà, c'est la fin de cette histoire. Elle m'a beaucoup attristée parce qu'elle démontre l'impact cuisant que peut avoir le mariage forcé sur le mental d'une personne. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires à la fin. Je vous laisse vous-même dire tout ce que vous en avez pensé en commentaire, comme ça on pourra en débattre. Aussi, dites-moi en commentaire si vous voulez connaître l'histoire de Ramla, qui est tout aussi puissante, et celle de Safira. J'espère que cette histoire vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, vous abonner et activer la cloche de notification pour avoir d'autres histoires dans ce genre-là. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Bisous!